Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Olivier Granilik. Boker Tov, Olivier. Boker Tov, Kevin. Shavua Tov. Shavua Tov. Nous commencerons, Olivier, ce journal par cette terrible nouvelle. Le porte-parole de Tzahal a autorisé hier soir la publication des noms des 4 soldats tombés au combat dans le sud du Liban. Oui, c'est d'abord le sergent-chef Nir Ben Hari, 21 ans, combattant de l'unité de l'élite Maglan, qui a été tué dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une attaque du Hezbollah dans le secteur de Tibnit. Selon l'armée israélienne, des roquettes et des drones explosifs ont visé les forces déployées dans la zone. 13 soldats ont été blessés dans cette attaque, dont 2 grièvement. Et puis, les autres soldats sont le sergent Yoav Klein, également âgé de 21 ans, originaire d'Herzliya, qui a été tué lorsqu'un char du 52e bataillon blindé a été touché près aussi de Timdi dans cette même région. Les 2 autres victimes sont le sergent Liav Kababia et le sergent Navé Chababouche, tous âgés de 20 ans. Ces 4 soldats ont perdu la vie lors d'une attaque menée par le Hezbollah dans le sud-Liban. Dans l'un de ces incidents est également tombé le lieutenant-colonel Dor Ben Shimchon, commandant du 52e bataillon blindé, dont le décès avait été annoncé déjà par l'armée israélienne. Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban, les échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hezbollah. Et oui, dans la nuit de vendredi à samedi, Tzahal a mené plusieurs frappes aériennes dans la région de Tyr, de Saïdé et de Tabatier. Selon l'armée israélienne, ces opérations ont visé des dépôts d'armes, des postes de commandement et des positions de lancement de roquettes du Hezbollah. L'armée affirme que plus de 50 roquettes ont été tirées contre ces forces au cours de la nuit, en violation de l'accord de cessez-le-feu. Et puis une source proche du gouvernement indique que Benjamin Netanyahu a ordonné à Tzahal de répondre avec fermeté à toute attaque et de neutraliser toute menace visant les soldats israéliens. Selon Tzahal, l'intensification des tirs de roquettes, de mortiers et de drones observés ces derniers jours viserait notamment à permettre à ces combattants de sortir de leur encerclement. Et puis de nouveaux documents saisis par Tzahal dans la bande de Gaza apportent un éclairage inédit sur la stratégie du Hamas avant le 7 octobre. Mais selon une analyse du centre Meir Amit Yehye Sinwar, donc le chef du Hamas à l'époque, avait élaboré dès 2022 un vaste plan de tromperie destiné à convaincre Israël que le Hamas était dissuadé et davantage préoccupé par l'amélioration de la situation économique à Gaza que par une confrontation militaire. Les documents montrent que le Hamas a volontairement multiplié des signaux d'apaisement et puis l'organisation terroriste a notamment mis en avant les discussions sur un échange de prisonniers, limité sa participation à certains affrontements avec Israël et présenté des revendications à caractère économique et humanitaire. Et puis parallèlement, le Hamas poursuivait directement et discrètement ses préparatifs militaires. Selon ces documents, l'objectif était de créer chez les responsables israéliens un sentiment de routine et de normalité jusqu'au déclenchement de l'attaque du 7 octobre. Merci Olivier Granilik, on vous retrouve à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Et la météo de ce dimanche 21 juin 2026 avec un temps qui sera généralement ensoleillé à légèrement nuageux. Les températures resteront proches de la normale de la saison avec une légère hausse dans l'intérieur du pays. Les vents resteront modérés notamment sur le littoral. Les températures prévues aujourd'hui, il fera jusqu'à 28 degrés à Haïfa, 29 à Tel Aviv, 30 degrés à Jérusalem, 34 à Beersheva et 40 degrés à Eilat. Et nous sommes très heureux de recevoir Myriam Shermer. Myriam, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le studio Kalita. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de politique israélienne. Et nous allons parler, on va essayer de comprendre, en tout cas, essayer de se projeter un peu dans l'avenir, de savoir de quelle manière cet accord et puis surtout les relations qui se sont détériorées entre Washington et Jérusalem, entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, comment tout cela va influencer
la politique israélienne, comment ça va influencer surtout les élections. Et je voudrais commencer par Benjamin Netanyahou. De quelle manière vous analysez la situation? Est-ce que le fait que, comme ça, que Donald Trump a un peu lâché, on va dire, Benjamin Netanyahou, est-ce que c'est quelque chose qui va lui porter préjudice ou au contraire, peut-être il va l'utiliser justement comme pour encore plus aller plus loin pour sa campagne électorale? Alors, je pense pour la deuxième option, mais peut-être pas pour ce que vous avez dit, Olivier, c'est-à-dire, je pense que ça va l'aider. Je vais vous dire pourquoi. Alors, Donald Trump, avec son manque de subtilité ordinaire, dit carrément je ne sais pas si je soutiendrai Bibi, je regarde du côté Bennett ou Eisenkot, c'est-à-dire vraiment se positionne aux côtés de ses opposants avec l'intention de faire pression sur Netanyahou pour obtenir ce qu'il veut du côté libanais. Or, j'ai tendance à penser que ce genre de choses, ça a un effet boomerang sur l'électeur israélien. C'est-à-dire que l'électeur israélien, vraiment, n'aime pas du tout cette stratégie de Trump. On a vu à quel point sa popularité a chuté à Trump auprès des Israéliens ces dernières semaines, parce qu'ils ne comprennent pas sa stratégie iranienne, et puis surtout, n'aiment pas du tout avoir le sentiment d'être insulté par le président américain, tout président qu'il soit d'ailleurs. Ça a plutôt tendance à rallier les électeurs autour de Bibi. Donc d'un côté, on a vu quand même que le Likoud est en train de baisser en moyenne dans les sondages, perd 2 mandats. Après, elle les perd dans son propre bloc, c'est-à-dire que c'est le sionisme religieux et force juive d'Itamar Ben-Gvir qui les récupère, ces 2 mandats, donc ça passe pas à l'opposition. Mais on a une baisse du Likoud parce qu'on voit bien une déception des électeurs de Netanyahou quant au résultat finalement de la guerre des 40 jours. Mais en même temps, la stratégie de Trump, si vraiment il désire faire baisser Netanyahou, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre du tout en Israël. Alors, est-ce que cette situation, ça va aussi, et ça, ce que je voudrais qu'on voit aussi avec vous, c'est de quelle manière l'opposition, vous avez parlé de Eisenkot, vous avez parlé de Bennett, de quelle manière eux vont utiliser cette situation peut-être à leur avantage? C'est une vraie bonne question parce que quels que soient les défauts que les Israéliens trouvent à Netanyahou concernant l'échec du 7 octobre, concernant la gouvernance de manière générale, le coût de la vie, les infrastructures, la criminalité, notamment dans la société arabe, les choses qui font que la vie au quotidien est difficile en Israël, d'accord, au-delà de la question sécuritaire, c'est ça plutôt qui joue à l'avantage de l'opposition parce que les Israéliens considèrent que le gouvernement actuel n'en a pas assez fait. Le sujet iranien, on voit dans les sondages que malgré tout, Netanyahou est très identifié avec le sujet iranien. Les Israéliens comprennent bien que c'est 30 ans de carrière, qu'il est le premier à avoir alerté sur le danger que représente l'Iran. C'est quand même sous son gouvernement qu'Israël a osé frapper par 2 fois un pays qui fait plus de 70 fois la taille du territoire israélien. Donc ça, je pense que ça restera comme un accomplissement israélien, quel que soit le résultat final. Et l'opposition, elle a beaucoup plus de cartes à jouer, on va dire, sur l'échec du 7 octobre, sur l'absence de commission d'enquête qui porte un tort important aux familles endeuillées qui n'ont toujours pas obtenu de réponse, et bien sûr sur le coût de la vie et les choses qui rendent, encore une fois, la vie quotidienne compliquée. Alors, est-ce que le scénario de voir Benjamin Netanyahou qui quitterait la vie politique israélienne en raison justement peut-être de cette baisse de popularité, le fait qu'aussi il y a toujours ces histoires de procès contre lui, est-ce que c'est un scénario qui est d'après vous probable? Alors c'est très intéressant Olivier parce que ça a été évoqué par Donald Trump, on sait très bien que le président est fan d'hyperbole, donc je pense pas qu'on y prête beaucoup attention, mais que ça a été évoqué par Avigdor Lieberman lui-même, qui certes est dans l'opposition aujourd'hui, mais qui a été chef de cabinet de Netanyahou et qui a priori connaît plutôt bien l'homme Bibi. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en général, il ne faut pas prendre les paroles de Lieberman à la légère, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle souvent. Pour l'instant, évidemment, il y a des dénégations très importantes du côté du Likoud et Netanyahou ne signale pas du tout cette intention de sa part. Certains estiment dans la classe politique qu'il ne prendra pas le risque d'échouer et de retourner sur les bancs de l'opposition comme il l'a été en 2021. C'est plus le même homme, il a plus le même âge, il a récemment annoncé avoir été malade d'un cancer de la prostate, c'est pas rien. Et évidemment, son procès qui traîne en longueur, et s'il retournait sur les bancs de l'opposition, il est évident qu'il obtiendrait beaucoup plus facilement un accord de plaidoirie.
Maintenant, Netanyahou, l'animal politique, est-il vraiment capable de renoncer au pouvoir? Ça reste à voir parce que déjà en 2021, on était persuadé qu'il ne reviendrait plus et la preuve, c'est qu'il est revenu. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose aussi à voir. Et encore un sujet pour terminer, Myriam, un sujet qui concerne plus l'opposition avec... peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui se profile comme peut-être la surprise de ces élections avec Gabi Eisenkot, qui continue de monter dans les sondages, je crois même dans les derniers sondages qui ont été publiés vendredi, dépasser Yair Lapid et Naftali Bennett. Est-ce que vous pensez que ça sera vraiment la surprise de ces élections ou c'est déjà plus une surprise en fait? C'est ça, c'est que c'est trop tôt. On n'a même pas de date d'élection encore. C'est-à-dire que ce matin, on apprend que la majorité des députés de la coalition sont d'accord pour faire passer la dissolution cette semaine. Donc là, sachant qu'on est fin du mois de juin, ça nous place plus ou moins dans la date qu'on anticipait, c'est-à-dire en octobre, début ou fin octobre au plus tard. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de date officielle, on n'a même pas encore de campagne officielle et on n'a pas ce qu'on appelle la fermeture des listes, Olivier, qui est donc 6 semaines avant le scrutin, toutes les listes qui ont l'obligation de se présenter définitivement et donc jusque-là, on peut encore avoir des alliances, des listes qui se présentent ensemble, etc. Donc tout peut encore beaucoup changer. Voilà, ce ne sera pas la surprise parce que c'est trop tôt. Mais après, oui, vous avez raison. Non seulement Eisenkot dépasse Naftali Bennett, mais en plus, il est, selon le dernier sondage de Cannes, il est au coude à coude avec le Likoud. C'est-à-dire que le Likoud est à 21 mandats et Eisenkot aussi. Donc ça, pour le coup, c'est intéressant. Alors après, toute la question, c'est est-ce que c'est un Gantz numéro 2? Parce que Bleu-Blanc, conduite par Gantz au début des années 2020, faisait les mêmes scores, était capable de dépasser le Likoud, voire de le dépasser. Au final, Benny Gantz n'a jamais réussi à former son propre gouvernement et aujourd'hui, il passe à peine, voire pas du tout, le seuil d'éligibilité. Donc c'est ça le problème des généraux en politique, Olivier, c'est que à la fois, il bénéficie d'un capital sympathie important, puisque la carrière d'Antsal, c'est forcément quelque chose que les Israéliens respectent. Et puis Gabi Eisenkot, c'est le père endeuillé du 7 octobre qui représente la peine des Israéliens depuis ces 3 ans de guerre. Et en parallèle, ça en fait pas forcément des politiciens habiles ou chevronnés qui savent mener la barque par la suite. Le dernier chef d'état-major à vraiment avoir réussi à prendre les rênes de l'État, c'est Ehud Barak quand même. Ouais. Ça remonte un petit peu. Et puis c'était à la tête du parti Avoda, donc qui est un parti avec un électorat, un vieux parti organisé avec des habitués au rouage du pouvoir. Tandis que là, Gabi Eisenkot se présente à la tête d'une structure complètement neuve et on connaît à peine 3-4 personnes qui sont derrière lui, mais il n'y a pas de vrai parti derrière lui. Donc tout ça pose une vraie question. Est-ce qu'on est dans un scénario bleu-blanc bis? J'ai un peu tendance à penser que oui pour l'instant. Très bien. En tout cas, on va suivre ça de très près. Et puis pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui voudraient encore mieux connaître les rouages de la politique israélienne et surtout de la Knesset israélienne, je rappelle que vous avez écrit un livre, Knesset 2026, où vous expliquez tous les secrets de la politique israélienne. Comment on peut faire pour le procurer, Myriam? Alors, en France, où que vous soyez sur toutes les plateformes Amazon, Fnac et la librairie près de chez vous. Et en Israël, on peut aussi le commander directement auprès de moi et j'envoie par la poste. Vous retrouvez sur les réseaux sociaux facilement. Très très bien. Merci beaucoup Myriam Shermer. Je suppose qu'on aura l'occasion de se reparler encore beaucoup d'ici le mois d'octobre. Bonne journée. Merci Olivier. Et ce matin, une grande partie de la presse israélienne s'interroge sur la stratégie d'Israël au Liban. Après près de 3 ans de guerre, plusieurs éditorialistes estiment que le gouvernement manque toujours d'une vision claire sur les objectifs à atteindre et sur la manière de sortir du conflit. Comme Yoav Limor dans le Israël Hayom qui explique que malgré près de 3 ans de guerre et des opérations menées à Gaza et au Liban et contre l'Iran, le gouvernement n'a toujours pas défini de stratégie claire ni d'objectifs précis. L'éditorialiste souligne que Tsahal contrôle plusieurs positions dans le sud du Liban, mais que le Hezbollah continue de frapper les forces israéliennes avec des roquettes, des drones et des missiles anti-chars malgré le cessez-le-feu
Et il s'inquiète également des pressions américaines qui limitent la liberté d'action d'Israël au moment où l'Iran et le Hezbollah cherchent à reprendre l'initiative. Pour lui, Israël se trouve dans une impasse, engagé militairement, exposé à des pertes humaines croissantes et sans perspective claire de sortie. Il appelle donc le gouvernement à définir enfin une stratégie cohérente et des objectifs atteignables. Même inquiétude dans les Yedioth Ahronot, mais sous un autre angle. C'est Ronen Bergman qui met en garde contre un enlisement israélien au Liban. Selon lui, les opérations menées dans le sud du Liban ne peuvent être dissociées du contexte diplomatique actuel, marqué par l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Et le journaliste estime que si Donald Trump a le sentiment qu'Israël met en danger cet accord par une escalade militaire au Liban, il pourrait être tenté d'accorder davantage de concessions à Téhéran pour sauver son initiative diplomatique. Et puis dans un autre éditorial du Israël Hayom, cette fois-ci, certains appellent au contraire à poursuivre la pression sur le Hezbollah, mais avec davantage de discrétion. C'est Amnon Lord qui estime que Israël doit poursuivre son combat contre le Hezbollah tout en évitant une confrontation directe avec l'administration Trump. L'éditorialiste juge aussi qu'il est plus efficace de poursuivre les frappes ciblées contre les infrastructures et les combattants du Hezbollah que de mener des opérations spectaculaires qui attirent l'attention de la communauté internationale. Il appelle également la classe politique à faire preuve de retenue et estime que Tsahal a besoin d'une liberté d'action stratégique plutôt que de déclarations politiques tonitruantes. Sa conclusion: pour affaiblir durablement le Hezbollah, Israël devra agir avec détermination, mais parfois aussi savoir se taire. Et puis, certains éditorialistes estiment aussi ce matin que la bataille du Liban dépasse aujourd'hui largement le seul front nord. C'est le cas de Yossi Yoshua dans le Yedioth Ahronot. L'Iran, dit-il, utilise le Hezbollah comme levier de pression dans ses négociations avec les États-Unis. Et l'enjeu ne serait plus seulement le Liban, mais la capacité d'Israël à conserver sa liberté d'action dans toute la région. L'éditorialiste met en garde: si Israël accepte aujourd'hui des restrictions au Liban, des pressions similaires pourraient demain concerner la bande de Gaza, puis la Judée-Samarie. Selon lui, Benjamin Netanyahou se trouve donc face à un choix difficile: élargir la liberté d'action de Tsahal au risque d'une confrontation avec Washington ou réduire le dispositif israélien au Liban. Mais la pire solution serait, selon lui, de ne rien décider et de laisser la situation s'enliser. Élection à présent avec le Maariv et Mati Turfeld qui estiment que la question de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie pourrait devenir l'un des thèmes centraux de la campagne électorale. En effet, selon lui, plusieurs responsables de la coalition considèrent qu'après près de 3 ans de guerre, le gouvernement a besoin d'un succès politique majeur à présenter aux électeurs. Et l'éditorialiste affirme que l'extension de la souveraineté israélienne sur certaines parties de la Judée-Samarie est désormais sérieusement étudiée au sein du Likoud et d'autres partis de droite. Pour l'auteur, la question de la souveraineté en Judée-Samarie pourrait devenir l'une des cartes majeures de la droite israélienne dans les mois à venir. Économie et plus particulièrement tourisme, avec les professionnels du secteur qui sont très inquiets. En effet, la Chambre des organisateurs du tourisme en Israël appelle le gouvernement à lancer un plan d'urgence pour faire revenir les visiteurs étrangers après plus de 2 ans de guerre. C'est ce que nous apprenons ce matin en lisant le Maariv. Ces responsables demandent donc notamment une action diplomatique pour faire baisser les avertissements de voyage émis par de nombreux pays et davantage d'incitations pour encourager le retour de compagnies aériennes étrangères. Dans un même temps, une bonne nouvelle pour le trafic aérien, le terminal 1 de l'aéroport Ben Gurion réouvrira aux vols domestiques à partir du 28 juin, puis aux vols internationaux à partir du 1er juillet. La police israélienne a démantelé un réseau soupçonné d'avoir volé l'identité d'au moins 120 Israéliens grâce à des outils d'intelligence artificielle.
Et c'est la chaîne In24 News en hébreu qui nous apprend que selon l'enquête menée par l'unité cyber de Lahav 433 de la police israélienne, un jeune homme de 20 ans est soupçonné d'avoir dirigé l'opération. Les suspects auraient utilisé des bases de données piratées contenant des informations personnelles afin de créer de fausses identités numériques particulièrement sophistiquées. Ces identités synthétiques leur auraient permis d'ouvrir des comptes bancaires et d'obtenir des cartes de crédit au nom de leurs victimes. Les enquêteurs estiment que le nombre réel de victimes pourrait être bien supérieur à 120. Et puis pour terminer cette revue de la presse, une figure bien connue de plusieurs générations de soldats israéliens s'est éteinte. Il s'agit du sergent Ehud Banaï, un ancien responsable de la discipline du camp d'entraînement du Machane 80 et de la brigade Nahal, qui est décédé à l'âge de 76 ans des suites des complications liées au diabète. Et toute la presse israélienne de ce matin lui rend hommage. Pendant plus de 3 décennies, des milliers de recrues sont passés sous son autorité. Avec sa célèbre moustache blanche et son caractère bien trempé, Ehud Banaï était devenu une personnalité populaire en Israël. Il avait participé à plusieurs émissions de télévision, des documentaires, des campagnes publicitaires. Pour beaucoup d'Israéliens, Ehud Banaï restera l'un des visages les plus marquants de l'armée israélienne, bien au-delà de l'uniforme. C'est l'histoire d'un boycott qui s'est retourné contre ses auteurs. En juillet 2021, le conseil d'administration de Ben & Jerry's provoque une tempête annonçant qu'il ne souhaite plus que ces glaces soient vendues dans ce qu'il qualifie de territoire palestinien occupé, c'est-à-dire principalement Judée-Samarie et Jérusalem-Est. En Israël, cette décision est immédiatement perçue comme un boycott politique. Mais il n'avait pas prévu la réaction d'un homme, Avi Zinger. Son nom est peu connu à l'étranger. Pourtant, il est lié à Ben & Jerry's depuis plus de 40 ans. Depuis 1983, c'est lui qui fabrique et distribue les célèbres pots de glace en Israël. Avi Zinger refuse de se plier à cette ligne. Pour lui, il n'est pas question de cesser de vendre ses produits à une partie de ses clients israéliens pour des raisons politiques. Il engage alors une bataille juridique et médiatique contre Unilever, la maison mère de Ben & Jerry's. Pendant des mois, l'affaire fait la une de la presse. Plusieurs États américains menacent même de retirer leurs investissements d'Unilever en raison des lois anti-boycott en vigueur aux États-Unis. Puis vient le retournement. En juin 2022, Unilever annonce vendre les activités israéliennes de Ben & Jerry's à Avi Zinger. Autrement dit, celui qui s'opposait au boycott rachète la marque pour Israël. Une véritable victoire pour l'entrepreneur israélien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 ans après le début de la polémique, Avi Zinger vient de lancer un parfum qui ressemble à une réponse personnelle à toute cette affaire. Son nom, Chalav Udvash, lait et miel. Impossible de faire plus israélien. L'expression renvoie à la promesse biblique de la terre d'Israël, décrite comme une terre où coule le lait et le miel, et chaque détail de cette glace a été pensé comme un hommage au pays. Le lait et la crème proviennent des fermes laitières du sud d'Israël et des communautés de l'Otef-Aza, durement touchées depuis le 7 octobre. Le miel provient du kibbutz Yad Mordechai, situé à quelques kilomètres de Gaza et connu dans tout le pays pour sa production de miel. Les morceaux de chocolat en forme d'étoile de David sont fabriqués à Beersheva par des employés en situation de handicap dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle. Même les bénéfices ont une dimension symbolique. Entre 3 et 5% des ventes sont reversées à l'association Hayalim qui participe au développement de nouvelles communautés dans le Negev et en Galilée et soutient la reconstruction de régions touchées par la guerre. Le lancement officiel a eu lieu à Sderot, l'une des villes les plus marquées par les attaques du Hamas. Et depuis début juin, la glace est disponible dans les supermarchés israéliens. Une chose est sûre, rarement un parfum de glace aura raconté autant d'histoires. Et nous allons maintenant parler d'un sujet très intéressant puisque c'est une alliance qui est très intéressante et qui est surprenante surtout puisque c'est l'alliance entre l'Iran et les Palestiniens.
Et pour parler de cette histoire de cette alliance méconnue, nous sommes très heureux de recevoir Eliana Garfinkel. Eliana, bonjour. Bonjour, merci. Olivier. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici très dans les studios. Très heureuse de me retrouver ici aussi. Voilà, vous êtes journaliste, historienne, et vous vous êtes penchée sur un sujet surprenant. C'est une alliance qui est pratiquement une méalliance, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de choses en commun. On parle souvent de l'Iran et des Palestiniens comme une alliance récente, née du Hamas et du djihad islamique, mais l'histoire est beaucoup plus ancienne, Eliana, et beaucoup plus surprenante surtout. Comment un mouvement nationaliste laïque comme l'OLP, qui est connu comme ça, a pu se lier à des révolutionnaires islamistes iraniens? Alors, on se rappelle qu'en 1979, quand la révolution islamique a lieu, quand Khomeini, l'ayatollah, prend le contrôle de l'Iran, son premier invité diplomatique international, ça va être Yasser Arafat. Yasser Arafat va arriver à Téhéran et Khomeini va lui donner la mission diplomatique israélienne, les bureaux de la mission diplomatique israélienne va devenir la mission diplomatique de l'OLP palestinienne. Et Arafat aura cette phrase très importante qui dira que le chemin vers Jérusalem passe par Téhéran. Donc Téhéran est une alliance. Et en fait, c'est une histoire qui est un peu trop peu connue, à mon avis, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. C'est en fait Yasser Arafat, donc il faut repartir un petit peu en arrière. On se souvient que Yasser Arafat va essayer pendant de nombreuses années de faire monter la rue palestinienne qui se trouve et en Jordanie et au Liban et utiliser ces camps de réfugiés de l'UNRWA qui ont été créés en 48-49 afin tout simplement d'attaquer Israël. Donc on se souvient qu'en 1970, il y a Septembre Noir qui ne va pas vraiment marcher. Mais juste un tout petit peu avant, il va y avoir des accords secrets qu'on appelle les accords du Caire, qui cette fois-ci vont être un accord en fait entre Yasser Arafat et l'armée libanaise. Donc l'idée est que Yasser Arafat va s'installer au Liban et avoir ces camps de formation, ces camps militaires pour former ces révolutionnaires qui sont des révolutionnaires de l'OLP. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc en 1970, ils vont essayer de faire le Septembre Noir, ils vont se faire éjecter de la Jordanie. C'est à ce moment-là que Yasser Arafat va monter au Liban. On sait que plus tard, c'est cette présence au Liban qui entraînera la guerre civile entre les chrétiens, entre les maronites et les musulmans. Mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Yasser Arafat, non seulement il va entraîner des forces de l'OLP, mais il va aussi accueillir des forces révolutionnaires d'un peu partout dans le monde. Donc en fait, il rassemble un peu tous les courants. Il rassemble les courants et il propose aux gens de leur donner cette formation militaire, qui est une formation de guérilla, qui est nécessaire pour ces groupes révolutionnaires armés. Et donc, on va avoir, par exemple, des noms qu'on connaît, la bande Abadher, qui plus tard, donc ce groupe marxiste allemand, ou bien les Japonais marxistes qui plus tard feront un attentat à l'aéroport israélien. Donc, c'est lui qui va former tout le monde. Et, entre autres, des personnes qui vont venir se faire former au Liban, eh bien, ce vont être les Iraniens. Alors, quand je dis ce vont être les Iraniens, c'est parce qu'en fait, il y a une opposition au Shah qui est présente en Iran. C'est pas par hasard que la révolution iranienne va avoir lieu. Il y a beaucoup de mécontentement dans les rues en Iran. Il y a plusieurs courants. Il y a un courant qui est marxiste, laïque. Il y a un courant qui est le courant de l'ayatollah Khomeini. Il y a un courant qui est plutôt libéral, qui s'oppose donc au Shah. Et toutes ces personnes-là vont en fait se retrouver, être les invités, entre guillemets, de Yasser Arafat et vont recevoir une formation pour apprendre à faire la guérilla. Donc on peut dire pratiquement que c'est l'OLP et c'est Yasser Arafat qui a contribué à créer les gardiens de la Révolution. Exactement. Alors, les gardiens de la Révolution, qui est donc le bras armé des gardiens de la Révolution. Il faut savoir que de Khomeini, quand Khomeini prend le pouvoir en 1979, il a très peur que l'armée se rebelle et qu'elle n'aille pas à 100% avec lui. Donc il prévoit ces gardiens armés, sont ces personnes qui sont ce qu'on appelle les passes d'Aran, qui sont préparées
à la révolution, à la guerre, à la guérilla, aux méthodes armées. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ils sont présents. Hein. Aujourd'hui, en Iran, on a entre 150 000 et 200 000 personnes qui font partie de cette garde rapprochée, qui est la garde qui tient le régime, qui est la garde dont tout le monde a peur. Hein. Ce sont eux les plus brutaux, les plus actifs. Mais ces personnes-là, au final, elles vont avoir une formation qui va être donnée, je ne sais pas si on peut dire gratuitement, mais ce sera Yasser Arafat qui va... Et il faut le dire que la personne sous Yasser Arafat qui gère tout ça, c'est Khalil al-Wazir, qu'on connaît mieux sous le nom de Abu Djihad. Abu, donc qui veut dire le père du djihad. Donc c'est lui qui va vraiment former tous ces groupes pour leur apprendre en fait à faire la guérilla, à faire la guerre civile. Et au final, peut-être qu'on peut dire que la plus grande réussite de Abu Djihad, ce sera la formation en Iran, puisque c'est la révolution qui va vraiment véritablement marcher. Alors, est-ce qu'on peut dire que, en fait, une fois que Khomeini est arrivé au pouvoir, Arafat a gagné donc un allié de poids? Alors, au départ, il semblerait que Khomeini et Arafat sont vraiment les meilleurs amis et qu'ils s'entendent bien ensemble, mais il faut comprendre que dès le départ, il y a quand même des différences de mentalité. Et c'est vrai que les deux ont quelque chose en commun qui est très fort, c'est la haine d'Israël et du peuple juif, ça aide. Mais il y a quand même des différences. Et au final, on va avoir plusieurs étapes, plusieurs moments où il va y avoir... ça va mal se passer entre eux et au final, Arafat va être tout seul. Donc, un exemple, par exemple, ça va être la guerre de l'Iran entre l'Iran et l'Irak, qui est une longue guerre qui va durer de nombreuses années. Et Arafat, lui, il est embêté parce que l'Irak est soutenu par l'Arabie Saoudite qui, elle aussi, soutient l'OLP. Et de l'autre côté, il peut pas donc être l'invité d'honneur de l'Iran quand il est, au final, pour l'Irak. Alors, Arafat, il a une manière de voir les choses. Il pense qu'il va pouvoir être un médiateur. Il va essayer de faire la médiation entre les deux, mais ça ne va pas marcher. Et au final, Khomeini va véritablement ne plus vouloir de contact avec Arafat et ça ne va pas aller plus loin. C'est comme ça qu'ont été créés le Hezbollah et le Hamas, en fait, d'une certaine façon. Alors, au final, oui, parce que l'impact, puisque depuis longtemps, en fait, la théorie, la stratégie plutôt de l'Iran, ça va être donc ces proxys, de créer toutes ces milices militaires qui vont être un petit peu réparties tout autour d'Israël, hein, ce qu'on a appelé avec cette guerre, la guerre aux 7 fronts, hein, de s'opposer entre les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, etc. Ce que va comprendre Khomeini rapidement, c'est que le plus simple pour attaquer Israël et d'avoir véritablement une attaque contre Israël de la manière dont lui, il le souhaite, c'est la création du Hezbollah. Donc le Hezbollah qui va être cette branche militaire qu'on connaît bien, le front de Dieu, Hezbollah, et qui va donc attaquer Israël de façon permanente depuis sa création dans les années 80. Est-ce qu'il va y avoir encore quand même... on va dire des rapports, des liens entre Arafat et l'Iran avant sa mort? Alors, le dernier lien, c'est un lien qui est quand même... c'est un petit peu drôle, un peu ironique, puisque donc en 82, l'OLP et Tsahal va faire sortir l'OLP du Liban, et donc c'est comme ça que Arafat va se retrouver en Tunisie jusqu'à ce que justement les accords d'Oslo qu'il revienne en Israël. Et puis au moment de la seconde intifada, quand Arafat remet le feu aux poudres, il va demander de l'aide à l'Iran, il va surtout acheter des armes à l'Iran. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens petite, du cargo, le Karin A, ce cargo rempli d'armes qui va en fait, donc on avait 50 tonnes d'armement, ce qui est quand même énorme, qui va se rapprocher des côtes israéliennes et qui va quand même être arrêté par Tsahal, qui va intercepter le navire. Et donc, en fait, ce serait ça qui aurait été le dernier lien entre Arafat, qui va mourir un tout petit peu plus tard. Et donc, voilà, c'est ça le dernier lien. Alors, pour conclure, Eliana, quel regard vous portez sur cette histoire, sur ce rassemblement, mais cette alliance? Est-ce qu'Arafat a perdu ou gagné son pari iranien quelque part? Je crois qu'Arafat avait un peu la grosse tête, si on peut dire ça comme ça, qu'il s'imaginait être un grand médiateur, un grand chef d'État, un grand chef d'armée, qu'au final, ses actions étaient beaucoup plus petites, mais que, oui, il a fait des choses importantes, entre guillemets, puisque cette lutte quotidienne contre Israël, au final, c'est l'Iran qui l'a reprise, puisque c'est l'Iran qui a soutenu et qui soutient encore aujourd'hui toutes les démarches pour faire du mal à Israël. Et puis c'est intéressant de voir aussi sur la longévité de l'histoire, enfin sur la longueur de l'histoire, qu'au final, l'Iran
aujourd'hui, c'est véritablement la grande puissance, peut-être avec le Qatar et peut-être avec la Turquie, qui sont contre Israël, mais que tous les autres pays du Golfe qui, à l'époque, étaient viscéralement contre Israël, aujourd'hui, ils sont plutôt de notre côté, entre ceux qui le disent ouvertement, comme les Émirats arabes unis, ou ceux qui le disent ou qui ne vont pas rentrer dans ce terrain boueux comme l'Arabie saoudite. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications, ces éclaircissements sur cette alliance qu'on connaissait mal, hein, mais maintenant on connaît un peu plus sur l'alliance entre Yasser Arafat, entre l'OLP et Khomeini et l'Iran. Merci beaucoup. Avec plaisir, à Olivier. bientôt Au revoir. sur Studio Kelita.